Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire consacré au retour au travail après un arrêt de travail longue durée, que ce soit lié à un burn-out, que ce soit lié à un cancer, une maladie grave, un accident de la vie. C'est un moment crucial de la vie d'un collaborateur, de la vie professionnelle d'un collaborateur. Je me présente, Jean-Baptiste de Courville, je m'occupe des partenariats, en particulier avec le monde de l'assurance au sein de Prévia. Et je m'intéresse à toutes ces problématiques liées à l'absentéisme longue durée. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Catherine Berson, avec Marie-Laure Caillé, avec Delphine Grégoire, qui se présenteront effectivement tout à l'heure. Durant ces 45 minutes, nous allons partager nos pistes de réflexion, nos pistes d'action concrètes pour bien gérer la reprise d'un collaborateur après un arrêt de travail longue durée. Comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions au travers du chat. Vous pourrez récupérer la présentation qui va vous être faite et vous pourrez bien évidemment regarder en replay ce webinaire. Avant d'accueillir nos invités, je souhaite vous partager quelques chiffres, quelques éléments de contexte concernant l'absentéisme en France. Le taux d'absentéisme en France est proche de 7%, il y a 6,7%. On le retrouve en fonction des acteurs dans ces eaux-là, en dessous de 7%. En 2023, c'est un chiffre qui a augmenté au fur et à mesure des années et qui vient aujourd'hui se stabiliser depuis les années Covid, on va dire. Mais les chiffres qui vont nous intéresser aujourd'hui sont aussi les chiffres plutôt liés à l'absentéisme longue durée, puisque ça va être notre sujet principal. 3,4% des arrêts de travail sont supérieurs à 6 mois. 6 mois d'arrêt de travail. À 6 mois d'arrêt de travail, il y a un lien qui peut se casser avec l'entreprise. Il y a besoin parfois d'accompagner cette reprise, en tout cas de la préparer, à la fois pour l'employeur et pour le salarié en arrêt de travail. Et puis il y a ce chiffre qui est toujours très marquant pour nous. C'est un chiffre qui nous est donné par nos partenaires en particulier les assureurs, qui nous disent qu'effectivement 40% des personnes en arrêt de travail depuis plus de 9 mois ne reprennent pas d'activité. Donc, quand nous, chez Prévien, on a cette volonté et cette valeur selon laquelle le travail permet aussi aux personnes d'être en bonne santé et d'aller de l'avant dans dans leur vie professionnelle, on accompagne les personnes en arrêt de travail longue durée. L'absentéisme est une problématique majeure, en particulier pour les salariés en arrêt de travail, pour les employeurs, mais aussi pour les prévoyances collectives. Et Prévia se positionne en expert de ces problématiques qui sont complexes, puisque depuis maintenant plus de 20 ans, nous accompagnons des personnes au travers d'un accompagnement pluridisciplinaire très complet des salariés en arrêt de travail longue durée pour favoriser leur reprise et le maintien dans leur emploi. Accompagnement que nous avons mis au point au travers de nos médecins, au travers de nos coordinateurs RH, au travers de nos professionnels qui sont sur tout le territoire français, de nos coachs, et qui permettent aux salariés de se remobiliser et de préparer leur reprise, à la fois sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan physique, sur le plan psychique. Au-delà de notre accompagnement individuel, nous intervenons aussi, nous, Prévia, auprès des entreprises pour déployer des démarches, des programmes, des solutions clés en main qui permettent de lutter contre l'absentéisme, de favoriser la reprise, de préserver la santé et d'intégrer une politique globale de qualité de vie au travail dans la culture de l'entreprise. Voilà, Prévia est un acteur composé de 35 collaborateurs avec des spécificités dans chacun de nos métiers, avec des médecins, des coordinateurs RH, avec également des ergonomes, des psychologues du travail, des infirmières qui créent tout ce parcours et tout ce qu'on peut proposer auprès des entreprises en qualité de vie au travail. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi plusieurs intervenants qui vont intervenir aux différents moments
de notre webinaire. J'ai Marie-Laure qui est avec nous et qui va se présenter. Oui, bonjour. Enchantée de pouvoir participer à ce webinaire aujourd'hui. Donc, moi, je suis Marie-Laure Caillé. Je m'occupe des avantages sociaux pour le groupe Serbalscare ainsi que de la mobilité. Et j'interviens en tant que, on va dire, en tant que témoin aujourd'hui pour parler de l'absentéisme avec mes deux casquettes, à la fois en tant que responsable des avantages sociaux, donc avec le pilotage des comptes de résultats sur la prévoyance, et puis aussi comme je suis à ChairBP et j'ai un portefeuille de collaborateurs, je travaille sur l'absentéisme de manière opérationnelle, donc j'aurai ces deux casquettes aujourd'hui. Voilà. On a avec nous Catherine Berson, la directrice générale de Prévia. Catherine, je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Catherine Berson, directrice générale de Prévia et surtout chez Prévia depuis plus de 16 ans aujourd'hui. Je suis effectivement très sensible à l'accompagnement des personnes en difficulté et ayant des problèmes de santé. Et donc, ce sujet m'habite quand même depuis très longtemps et je suis très, très heureuse de faire grandir Prévia à travers tous ces sujets liés justement aux instants de fragilité des collaborateurs. Et Delphine qui est avec nous, également salariée de Prévia. Oui, bonjour à tous. Donc Delphine Grégoire, moi je suis coordinatrice ressources humaines chez Prévia et mon rôle c'est d'accompagner les gens dans leur arrêt maladie pour les aider à sortir de leur situation et retrouver une activité professionnelle pérenne. Donc ça fait maintenant bientôt 11 ans que je suis chez Prévia et j'adore ce que je fais. Catherine, tu nous as parlé donc, du fait que ça faisait plus de 16 ans que tu travaillais sur ces problématiques qui sont liées à l'absentéisme longue durée, au retour au travail. Depuis tant d'années, tu es dirigeante de Prévia. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les enjeux économiques, organisationnels, le rôle de l'employeur, du collaborateur dans la reprise d'un travail et les enjeux autour de l'absentéisme longue durée? Bien sûr, alors les enjeux sont importants à plusieurs niveaux, hein, comme tu l'as dit Jean-Baptiste. Bien sûr, il y a le salarié qui est en arrêt de travail et qui, lui, peut se poser 1000 questions sur son retour. Évidemment, il a perdu assez souvent quand même le fil avec ce qui se passait dans l'entreprise. Donc, sans préparation, c'est un petit peu compliqué de partir confiant vers le retour au travail. On ne sait pas vraiment ce qui nous attend dans l'entreprise quand on est arrêté longtemps. Et puis, pour l'entreprise, les enjeux sont multiples également. Il y a tous les coûts directs qui sont liés aux arrêts de travail de longue durée. Déjà, il y a le maintien de salaire au départ. C'est un coût, là, du coup, direct. Mais si on veut aller vers tous les coûts indirects, il y en a aussi énormément. Quand quelqu'un s'absente, eh bien, ça veut dire réorganiser une équipe. Souvent, on ne sait pas pour combien de temps le salarié va être absent. On a peu d'informations au moins au départ. Donc, il va falloir faire avec ou avoir ou solliciter, j'ai envie de dire, un remplacement qui peut coûter bien sûr aussi là très cher sur le plan direct du salaire, mais aussi le temps de formation, le temps d'adaptation et d'intégration dans une équipe. À savoir que tout ça, c'est une perte de temps en rentabilité, puisque avant que la nouvelle personne soit efficace, ça peut demander quelques temps. Il peut donc y avoir une perte de productivité, une désorganisation. Et ça, on ne le mesure pas toujours sur l'instant, mais après coup, ça peut être important quand même. Il y a les coûts sociaux, c'est-à-dire que quand les personnes ne sont pas remplacées immédiatement, il y a le travail supplémentaire à faire pour l'équipe et ça peut effectivement démotiver les autres salariés de prendre la part de l'autre, entre guillemets, avec une surcharge de travail beaucoup plus importante qui, à la longue, peut entraîner également de l'absentéisme en plus, puisque les gens sont fatigués, démotivés. Donc, il y a des conséquences quand même extrêmement importantes sur les coûts indirects. Et puis là, je ne parle même pas des cotisations, notamment en prévoyance, qui peuvent augmenter si jamais dans l'entreprise, il y a plusieurs personnes qui, justement, se trouvent dans des situations d'arrêt de longue durée. Et puis, bien sûr, il y a des enjeux, j'en ai un petit peu parlé, des enjeux pour l'équipe qui trouve quand même assez injuste de devoir faire le travail des autres
Et c'est avoir aussi très, très peu de vision sur quel va être l'avenir. Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que cette personne ne va pas revenir? Donc, vous voyez, il y a une multitude de coûts indirects, et j'en oublie certainement encore, qui vont faire qu'il y a des enjeux importants à préparer le retour au travail. Effectivement, tu as bien montré effectivement qu'il y a différents acteurs dans le cadre de l'absentéisme. Il y a le rôle de l'employeur, il y a le rôle effectivement du salarié, le rôle de l'équipe qui subit parfois l'arrêt de travail d'une personne avec cette surcharge de travail. Il y a quelqu'un, tu as évoqué le fait qu'il y a les prévoyances collectives qui interviennent aussi dans l'absentéisme par le fait qu'elles payent des indemnités journalières aux personnes qui sont en arrêt de travail, et ce qui rend ces prévoyances collectives aussi acteurs à une certaine mesure dans un point de vue financier, mais certaines vont plus loin que leur garantie financière et s'engagent dans des engagements qui sont plutôt d'ordre de la prévention ou d'ordre curatif pour accompagner les personnes qui sont en arrêt de travail longue durée. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, chez nous, Prévia, on a eu l'opportunité d'être mis en relation avec le groupe Cerba par l'intermédiaire effectivement d'un assureur, et qu'on a eu l'opportunité de rentrer en contact avec Marie-Laure, qui, comme elle vous l'a défini tout à l'heure, s'occupe effectivement de la partie rémunération, avantages sociaux, et d'un portefeuille en direct de collaborateurs en tant que HRVP. Marie-Laure, est-ce que vous souhaitez nous présenter Cerba, Oui. Cerba Healthcare, excusez-moi, le nom du groupe, Il y a pas de et nous souci. parler un peu de cette problématique autour de l'absentéisme et de chez vous, qui doit être effectivement, comme beaucoup d'entreprises, un sujet préoccupant pour vous, direction des ressources humaines. Tout à fait. Alors juste en quelques mots, un Cerba Healthcare, c'est un groupe, alors notamment de laboratoires de biologie. Donc quand vous allez faire des analyses, de sang, vous allez dans des laboratoires. Donc, le groupe Cerba a beaucoup de laboratoires. On a aussi des essais cliniques, la NAPAT. On a aussi les analyses pour les vétérinaires. Donc, on a une activité très diversifiée, mais quand même toujours, tournée sur le diagnostic. Nous sommes présents sur les 5 continents, 15 000 collaborateurs, dont, les 2 tiers qui sont en France. Donc, avec un absentéisme peut-être encore plus fort en France. Et puis, on fait à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires en 2023, un peu plus de 2 milliards. Je ne vais pas revenir sur tous les enjeux de l'absentéisme parce que ça a très bien été décrit, que ce soit en termes de manière directe ou indirecte. En revanche, quand vous dites qu'on est concerné chez Cerba Healthcare par l'absentéisme, malheureusement, oui. Donc, on suit la tendance du marché qui fait qu'elle augmente d'année en année. Alors, je vais mettre la période Covid un peu entre parenthèses, mais en tout cas, notre taux d'absentéisme augmente. Et puis, on s'aperçoit malheureusement qu'au niveau du groupe Cerba Healthcare, on est au-dessus de la moyenne nationale en France. Donc, c'est pas des très bons chiffres. Donc, c'est un vrai enjeu pour nous. On essaye de l'analyser, de l'étudier, et pour la petite anecdote, chez Cerba Healthcare, on s'est rendu compte que les arrêts étaient un petit peu moins longs qu'auparavant. En revanche, ils concernent plus de collaborateurs. Donc, c'est un vrai enjeu. Par rapport, à la gestion des arrêts, maladie, je dirais que le maître mot qu'on a essayé, d'adopter au sein du groupe, c'est qu'il ne faut pas casser le lien avec le collaborateur qui est en arrêt. Parfois c'est difficile, parce que, un collaborateur qui est en arrêt, on ne sait pas forcément comment l'appréhender, et du coup, on essaye de dire au manager de, faire ce qu'il faut pour envoyer un petit message, pour, savoir comment va le collaborateur pendant son arrêt. Alors parfois, il y a des managers qui osent pas, donc au lieu de pas bien faire, du coup, ils font pas. Et puis on a des managers qui parfois vont faire l'inverse, et je suis sûre qu'autour du webinaire, tout le monde l'aura vécu une fois. Quand est-ce que tu reviens, ou est-ce qu'au moins tu pourrais télétravailler pendant ton arrêt? Bon, malheureusement, c'est pas toujours possible parce qu'il y a des pathologies qui ne le permettent pas. Donc on essaye vraiment de sensibiliser les managers sur ce point.
Et quand je disais que c'était important de ne pas casser le lien avec le collaborateur en arrêt, c'est qu'on est tous dans des organisations qui changent très vite. Finalement, on se rend compte que les organisations, les équipes, les outils, ça change quand même relativement rapidement et qu'un collaborateur qui va être en arrêt sur une longue période, au-delà du fait qu'il va avoir peur de revenir parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé, bah, il va peut-être se dire que finalement, avec tout ce qu'on a rajouté, ça va être encore plus difficile pour lui, la marge va être encore plus importante. On a aussi, quand je disais qu'on sensibilisait les managers, on a mis en place un e-learning à destination des managers pour justement leur donner les outils pour gérer l'absence de leurs collaborateurs. Et aussi, ce e-learning va appréhender le retour à l'emploi du collaborateur. Après 60 jours d'arrêt continu, nous, on a une petite particularité qui est liée à notre convention collective où nous avons une franchise très courte. Et au bout de 60 jours, notre assureur va faire un questionnaire médical. Donc, va envoyer un questionnaire médical au collaborateur qui est en arrêt, qui doit le faire remplir par son médecin traitant, qu'il envoie au médecin de notre compagnie d'assurance pour voir un peu ce qu'il en est par rapport à l'arrêt. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est totalement confidentiel. Nous, société, nous n'avons pas accès à cette partie-là. Ensuite, dans les bons cas, et c'est quand même la grosse majorité des arrêts maladie, on met en place une visite de reprise, voire de pré-reprise dans certains cas. Au niveau RH, on a mis en place cette année quelque chose qui va peut-être paraître un petit peu anodin, mais on a mis en place un mail à destination des collaborateurs qui reviennent pour leur dire bienvenue, bon retour, on est content de vous revoir. Et il y a 3 ingrédients pour une bonne reprise, la sérénité, la patience et le soutien. Je dis que ça paraît anodin parce que voilà, mais on a des bons retours des collaborateurs qui reviennent parce qu'ils trouvent que c'est une petite attention qui fait plaisir. Et puis, je terminerai par quelque chose qui peut paraître un peu du formalisme, mais qui n'en est pas un. C'est qu'on organise un entretien entre le manager et le collaborateur qui est revenu pour faire le point, pour fixer des objectifs. Alors, fixer des objectifs, c'est pas un gros mot. Au contraire, le collaborateur qui revient d'arrêt surtout longue durée, il a besoin de savoir ce qu'on attend de lui, d'avoir des deadlines et de savoir aussi comment il va être accompagné pour pouvoir remplir ses objectifs. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les différentes étapes qu'on a mis en place pour les collaborateurs en arrêt. Merci Marie-Laure pour effectivement de nous avoir présenté cette vision globale à la fois de l'absentéisme au sein de Cerba et ces bonnes pratiques qu'on peut voir au sein de votre structure qui, à chaque fois, vous les disiez de manière très humble, mais effectivement, elles sont réelles et je pense que vos collaborateurs le ressentent. Lorsqu'on revient d'un arrêt de travail, on a besoin de sentir que l'organisation, que l'ensemble de l'organisation, que l'équipe, que la structure a pris en compte cet arrêt de travail qui est dû à une pathologie et le fait qu'on va être dans une situation de reprise avec des difficultés qui peuvent apparaître. Nous, structure Prévia, on accompagne aujourd'hui depuis quasiment 20 ans, depuis près de 20 ans, des salariés en arrêt de travail longue durée vers une reprise d'une activité. Et on a la chance d'avoir avec nous Delphine, qui est coordinatrice RH depuis plus de 10 ans chez nous et qui maîtrise parfaitement le sujet de la reprise du travail et du parcours et d'un accompagnement à la reprise du travail. Et elle va vous proposer aujourd'hui de vous présenter les bonnes pratiques et l'expérience de Prévia concernant cet accompagnement. C'est un accompagnement qui dure plusieurs mois et dans lequel effectivement on va construire un parcours pour permettre aux collaborateurs d'être en situation de reprise. Je laisse la parole à Delphine. Oui, je te remercie Jean-Baptiste. Donc effectivement, chez Prévia, on accompagne tout type de pathologies, que ce soit des pathologies psychiques, ça peut être des burn-out, des dépressions. On a beaucoup de problématiques personnelles aussi, des deuils, on a des épuisements qui soient professionnels, personnels, et on a beaucoup de souffrance au travail. On voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment la plus grosse partie des arrêts qui nous sont confiés. Mais on a toujours, bien sûr, aussi beaucoup de problématiques physiques avec de l'usure, des douleurs chroniques,
des accidents de la vie, des accidents du travail aussi, sans oublier les cancers et les maladies graves, hein. Et on intervient sur tout type de métier dans tout secteur. Donc nous, on intervient après quelques mois d'arrêt, comme vous disiez tout à l'heure Jean-Baptiste, et on se rend compte que souvent les salariés, ils ont déjà mis en place des accompagnements par eux-mêmes, ils ne nous attendent pas, et heureusement, mais ils sont pour la plupart du temps insuffisants, par méconnaissance de ce qui serait bon pour eux, ou tout simplement par manque de conseils, ou surtout le manque de moyens financiers également. Ils sont perdus, ils n'avancent plus, donc ils sont vraiment dans une phase de stagnation, ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. Quand on échange avec l'entreprise, donc que ce soit leur encadrement ou le service RH, on comprend qu'ils n'ont qu'une partie de l'histoire de l'arrêt et que la vision, elle peut être totalement faussée. Même si on garde le lien avec le salarié, comme nous disait tout à l'heure effectivement l'intervenante, ils ne confient pas tout à l'employeur. Ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Donc en fait, il n'y a que la partie immergée de l'iceberg. C'est ce que l'entreprise sait ou croit savoir en tout cas. Et puis nous, on va recueillir vraiment la partie immergée de l'iceberg. C'est ce qu'ils ont parfois confié à personne, même pas à leur propre famille. On va se rendre compte que l'arrêt, il a multiples facteurs, hein. Souvent, effectivement, on nous confie quelqu'un pour une pathologie, mais en fait, il y en a d'autres qui viennent se surajouter. Ça peut être une dépression qui vient s'ajouter à une problématique physique. On a des problématiques de famille aussi, beaucoup, avec des enfants handicapés, des parents malades, et du coup, ils se retrouvent aidants. On a des addictions, on a des enfances malheureuses, on a des problèmes de couple aussi qui viennent se rajouter. Donc voilà, le problème, il n'est pas juste le nom de la pathologie qui est noté sur l'arrêt finalement, hein. Les problèmes sont vraiment multiples. Pour que le salarié puisse se livrer à nous et que l'accompagnement fonctionne, il faut vraiment qu'il soit en confiance et qu'il soit volontaire. Donc au départ, on va vraiment prendre du temps pour être sûr qu'il veuille bien être accompagné. Et on va aussi beaucoup rappeler le cadre, donc la neutralité et la confidentialité des données échangées. Ça, c'est très important pour qu'ils puissent se livrer à nous. On a aussi mis sur le schéma le fait du bas de l'iceberg, c'est ce que le salarié va garder pour lui, son jardin secret ou ce qu'il pense tout simplement pas à nous dire. Donc il faut comprendre que faire accompagner son salarié, c'est lui donner un second souffle. C'est l'idée de sortir de la situation, de redonner un petit coup de boost pour avancer. C'est mettre en place des solutions auxquelles il n'aurait pas pensé ou qui ne pouvaient pas s'offrir. Et c'est aussi un espace d'écoute et de parole pour libérer toutes les peurs en toute bienveillance. Nous, on va s'adapter à toutes les situations individuelles pour coller au plus proche des besoins des gens. Donc, en fait, on intervient en binôme, un RH, un médecin, pour comprendre la situation d'ensemble, que ce soit sur le plan professionnel ou médical. Excusez-moi, j'ai la gorge qui pique. Du coup, suite à cette anamnèse, on va pouvoir mettre en place des prestations paramédicales, donc que ce soit du psychologue, du sophrologue, de la diététique, de l'acupuncture, de l'EMDR. Enfin, on va vraiment s'adapter à chaque situation. On va aussi mettre en place du sport adapté pour pouvoir reprendre une activité physique adaptée, les remettre en condition pour leur future reprise. On va pouvoir aussi proposer des systèmes d'orientation professionnelle si on pense que la reprise dans l'entreprise n'est pas possible. Donc ça peut être de prise en charge de bilan de compétences, de tests d'orientation professionnelle, des aides à la création d'entreprise, des aides à la recherche d'emploi également. On peut faire des analyses ergonomiques de poste dans l'entreprise pour aider à la recherche de solutions et adaptation de poste. On peut aussi être là pour adapter notre discours, pour expliquer toutes les notions complexes. Parce qu'effectivement, c'est des notions qu'on ne connaît pas forcément, la pré-reprise, l'inaptitude, l'invalidité, l'incapacité, la reconnaissance travailleur handicapé, tous ces mots-là, ça fait peur. Donc nous, on est là pour rassurer. Et puis, on va aussi expliquer les procédures comme le licenciement pour inaptitude ou la rupture conventionnelle. Faire accompagner son salarié, c'est aussi l'aider à lever tous les freins qu'il peut avoir par rapport à la reprise. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas facile de reprendre après plusieurs mois, voire des années dans l'entreprise. Donc nous, on entend beaucoup, qu'est-ce que l'entreprise va penser de moi? Qu'est-ce que mes collègues vont dire? Est-ce qu'ils m'attendent aussi? Est-ce que je vais encore faire mon travail? Est-ce que je vais pouvoir tenir mon poste comme avant? Est-ce qu'on va pouvoir m'aménager mon poste? Est-ce que je vais le perdre? Est-ce que si je reprends, je vais rechuter? Et si je pars de l'entreprise, est-ce que je vais retrouver un travail? Est-ce que je suis encore bon à quelque chose? Est-ce que je serai capable à mon âge d'apprendre un nouveau métier? Toutes ces questions-là, c'est vraiment ce qu'on entend au quotidien. Donc avoir des échanges avec des professionnels, c'est essentiel pour lever tous ces freins. Et on peut aussi recourir à des coachs professionnels si c'est nécessaire. Donc si on passe à la phase suivante, c'est effectivement une fois que le salarié a été accompagné, qu'il a eu donc tout ce qu'on a mis en place pour lui, qu'il se sent mieux, il faut préparer son retour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc nous, on va l'orienter vers le médecin du travail en pré-reprise et on va lui dire aussi d'appeler l'entreprise pour
préparer son retour, voir dans quel service il va être mis, si possible aussi exprimer ses besoins d'adaptation. Donc ça peut être du temps de travail, des tâches, le changer d'équipe, changer de manager quand le problème vient de là, ou le site aussi, si la personne effectivement a des besoins personnels de changement. Et parfois, le retour dans l'entreprise n'est pas du tout envisageable, soit parce qu'il n'y a aucun poste qui est possible d'adapter à sa situation de santé, soit parce qu'en fait, le salarié, rien que de penser à l'entreprise, il a encore des cauchemars, il a fait des angoisses, il ne peut même pas passer dans l'entreprise. Même au bout d'1 an, ils n'arrivent toujours pas à passer à côté de l'employeur. Donc, nous, l'idée de l'accompagnement, c'est de préparer les salariés à cette réalité-là. Plus le salarié aura travaillé et plus il va intégrer le fait qu'il faut qu'il quitte l'entreprise et plus il va pouvoir travailler sur son futur professionnel. Et en fait, l'annonce du licenciement pour inaptitude, c'est plus qu'une formalité. C'est la promesse d'un nouvel avenir professionnel, même d'un renouveau. On ne va pas arrêter l'accompagnement au moment de la reprise, on va aussi l'accompagner quelques mois après. En fait, il ne faut pas oublier que quand le salarié reprend, il n'est pas forcément guéri. Il y a encore des séquelles, des impacts qui peuvent être variables en fonction de chacun. Et donc, ça, c'est des effets invisibles, ils n'en parlent pas forcément à leur manager. Donc, ça peut être de la fatigabilité, des douleurs, de la perte de mémoire, des difficultés à se concentrer, beaucoup aussi, de l'anxiété, encore des troubles du sommeil. Donc, c'est essentiel de pouvoir garder des accompagnements pendant cette période pour éviter une rechute. Le fait aussi de pouvoir reprendre en temps partiel thérapeutique, c'est vraiment important après un arrêt long pour se remettre en condition et puis aussi continuer à avoir des soins à côté pour pouvoir maintenir cette reprise. Et le fait de pouvoir être accompagné, ça permet aussi d'évacuer tous les doutes qu'on peut avoir par rapport au retour à l'emploi et du coup d'avoir aussi un tiers neutre pour nous écouter. Merci Delphine pour ces explications très, très claires du cheminement d'un salarié en arrêt de travail vers une reprise avec ces étapes et ces étapes clés, ces étapes qui sont parfois légales avec la médecine du travail, avec parfois cet entretien de liaison aussi qui peut avoir lieu, mais aussi ces étapes qui sont plus informelles et qui sont pour autant nécessaires pour garder le lien entre le salarié et l'entreprise. Et c'est vrai que c'est très difficile et c'est parfois complexe pour les responsables des ressources humaines de se positionner face à cet arrêt de travail. Ils n'en connaissent pas les causes, c'est le propre de l'arrêt de travail. Et c'est toujours pas évident de se positionner. On a aussi plusieurs personnes qu'on a accompagnées durant nos accompagnements. Beaucoup, quand on commence l'accompagnement, et c'est ce qui est très marquant, nous disent « moi, je ne souhaite pas, je ne me sens pas en capacité de reprendre le travail ». Et force d'accompagnement, force de remise en forme physique, forme de remise en forme psychologique, ces personnes arrivent à reprendre une activité dans un premier temps, parfois en mi-temps thérapeutique, parfois après une adaptation de poste. Je sais que Delphine, tu as toutes ces années d'expérience qui te permettent de nous donner peut-être des exemples, des histoires que tu pourrais nous raconter de personnes atteintes d'une pathologie, parfois psychologique peut-être, et qui ont réussi à reprendre une activité. Oui, effectivement, j'ai beaucoup d'exemples. Je peux te parler effectivement d'un monsieur là que je viens effectivement de finir d'accompagner, qui était conducteur de ligne dans une usine de production depuis 22 ans. Il travaillait tous les week-ends dans cette usine-là. Il a donc 50 ans, il est marié, il a 2 enfants. Et en fait, depuis 10 ans, il était en souffrance pour des problèmes relationnels avec ses collègues. En fait, il allait le matin au travail, il disait bonjour à ses collègues ne lui répondaient pas. Il lui parlait jamais, il était complètement exclu. Et en fait, ce monsieur-là, il a pris sur lui pendant des années. Et finalement, son corps a lâché. Et plus on tient et plus quand ça lâche très fort. Ouais. Donc, il est vraiment tombé en dépression profonde. Il n'arrivait plus à rien faire. Il s'est écroulé chez lui. Enfin, voilà, il s'est enfermé. Ça a été très compliqué pour lui. Donc, nous, on a eu le dossier, je crois, avec 5 mois d'arrêt à l'époque. Donc, lui, il avait déjà, comme je l'avais dit tout à l'heure, il avait mis en place déjà quelque chose. Il avait mis en place un psychiatre. Donc, il était sous traitement.
Mais au bout de 5 mois, il avançait toujours pas, il tournait en boucle, le problème dans sa tête, est-ce que j'y retourne pas, comment ça va se passer si j'y retourne, voilà. Donc nous, on lui a proposé de la diététique parce qu'il avait pris du poids, donc au niveau de son image, c'était très compliqué. On lui a appris aussi de la sophrologie pour se détendre, gérer son stress, mieux dormir aussi parce qu'il avait des gros problèmes de sommeil. On lui a proposé un psychologue du travail pour qu'il puisse voir la situation différemment. Et il a également, je crois, c'est même sûr, il avait fait aussi une activité sportive adaptée pour pouvoir extérioriser aussi toute son énergie. Il était inscrit dans une salle de sport. D'accord. Et en fait, en discutant avec lui, on s'est rendu compte qu'il avait déjà fait une formation mécanique auto il y a quelques années, mais il n'a jamais osé concrétiser son changement d'emploi parce qu'il avait peur du marché du travail. Et en travaillant sur lui-même, il avait compris qu'il devait quitter son entreprise actuelle pour trouver un nouvel emploi. Donc après des mois d'accompagnement, on l'a incité à rencontrer le médecin du travail en pré-prise pour éventuellement évoquer un licenciement pour inaptitude. Et le médecin du travail, vu de la situation, a accepté de le licencier. Et donc on était à 10 mois d'accompagnement, je crois, quand il a arrêté son arrêt. Il a été licencié et en fait il a retrouvé un emploi, je crois, 1 mois juste après dans un garage tout proche de chez lui. Et aujourd'hui, il revit, il est au sein d'une équipe bienveillante, il est dans l'entraide, les relations sont très bonnes, et il a vraiment retrouvé un équilibre de vie, et maintenant il a tous ses week-ends pour lui et sa famille. Effectivement, on voit bien l'évolution d'une personne atteinte, enfin, en l'occurrence pas atteint, mais souffrant de difficultés au travail, plutôt d'ordre psychologique. Est-ce que tu aurais des exemples aussi, j'imagine, avec le temps d'accompagnement plutôt liés aux troubles musculo-squelettiques, à une pathologie plutôt d'ordre physique? Il faut savoir, je me permets juste une petite parenthèse, chez Prévia, on accompagne autant des personnes qui ont des problématiques psychologiques, qui ont un arrêt qui est dû pour une cause psy, que des personnes qui ont des arrêts pour des causes plutôt, cette fois-ci, physiques, ou des maladies graves type cancer. Je te laisse la parole, Delphine. Oui, effectivement, donc comme tu le disais, il y a beaucoup de problématiques physiques aussi qui, derrière, viennent chambouler tout un équilibre de vie. On était dans un emploi, du jour au lendemain, on ne peut plus l'exercer parce qu'effectivement, on a des problématiques de dos ou d'épaule et on faisait un travail physique. Et justement, j'ai en tête une aide-soignante de 50 ans qui travaillait de nuit dans un EHPAD. Donc, c'est quelqu'un qui avait un travail très physique, elle faisait de la manutention, elle faisait de la lingerie aussi, et elle avait une pathologie au niveau des 2 épaules. Donc, quand on l'a eue, elle était en pleurs, elle nous disait qu'elle ne pourrait plus jamais refaire son travail, elle avait fait ça toute sa vie. C'était très difficile psychologiquement, et elle avait vraiment peur de perdre son emploi. Donc, pareil, elle avait pris pas mal de poids, et puis surtout, elle était très douloureuse au quotidien. Au niveau des épaules, elle n'était toujours pas dans la phase de guérison. Donc on l'a accompagnée plusieurs mois, on a mis en place du sport, de la diététique, de la sophrologie aussi pour gérer la douleur et l'aide au sommeil comme pour l'autre monsieur. Et on a aussi en parallèle fait un travail avec son employeur et le médecin du travail qui a permis la reprise sur une unité de jour où en fait elle s'est retrouvée dans une équipe où il y avait de l'entraide, elle n'était pas seule comme quand elle était de nuit, et il y avait beaucoup moins de contraintes au niveau du port de charge. Au niveau de ses épaules, ça s'est amélioré aussi, et du coup elle a pu reprendre au bout de quelques mois, et elle est vraiment ravie d'avoir pouvoir garder son travail et puis de pouvoir continuer son activité professionnelle surtout. Merci Delphine pour ces exemples effectivement très concrets d'accompagnement de personnes effectivement souffrant et que effectivement Prévia a accompagné vers une reprise d'activité. On a la chance aujourd'hui d'avoir Marie-Laure du groupe Cerba Healthcare qui est RH, qui a une vision opérationnelle du sujet de l'absentéisme de par ses fonctions d'HRBP et une vision, on va dire, macro de l'absentéisme via ses fonctions plutôt liées aux rémunérations, aux avantages sociaux. Marie-Laure, est-ce que vous pouvez nous donner des partages de bonnes pratiques, de ce que vous pouvez faire au sein du groupe Cerba et d'illustrations concrètes, d'exemples concrets de personnes qui ont pu être accompagnées, qui ont pu reprendre le travail de manière sereine après des
un absentéisme de longue durée? Oui. Alors donc nous, ça fait depuis début 2022 2023 qu'on a mis en place le service au sein du groupe. Non, 2022, je bafouille, mais c'est bien 2022. Je pense que c'est décembre 2022. C'est ça. Alors pour être honnête, au début, on n'était pas forcément, on était un peu perplexe sur le retour sur investissement du service. On se disait que c'était rajouter encore des process supplémentaires et puis sans forcément voir l'intérêt pour nous. On en a pas mal discuté avec vous, avec notre assureur, et on l'a lancé. Et on peut dire que là, le 29 février 2024, pas une des sociétés du groupe qui utilise ce service, et toutes les sociétés l'utilisent, ne vous dira qu'il ne sera pas content. Au contraire, les résultats sont très bons. On est gagnant au niveau de la société. Les collaborateurs qui reviennent travailler, c'est forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, des coûts directs ou indirects quand ils sont en arrêt. Donc là, ça nous permet justement d'avoir moins d'heures supplémentaires, des comptes de résultats meilleurs. Donc tout est positif. On est aussi gagnant pour le collaborateur parce que quand il a passé une certaine période en arrêt, pour lui, il va avoir peur de revenir, et du coup, le fait d'être accompagné par un tiers qui n'est pas la société, ça va le rassurer. Et en plus, c'est un service, un accompagnement qui se fait dans la stricte confidentialité de la pathologie ou même tout ce qui est données personnelles du collaborateur. Donc ça, je pense que c'est un vrai plus. Et puis, c'est aussi gagnant pour la marque employeur parce que ce service est un outil à destination des collaborateurs. Je viens de parler de la confidentialité, mais il y a un autre aspect qui est très important à savoir, c'est le fait que c'est sur la base du volontariat. C'est-à-dire que si le collaborateur décide de ne pas donner suite à cette proposition d'accompagnement, il n'y a aucune sanction à son égard. On passe à quelque part au suivant dans la liste. Donc, je pense que c'est, encore une fois, c'est une démarche et qui offre un vrai service aux collaborateurs. Et je pense que le bouche à oreille fonctionne bien, puisqu'on a même des collaborateurs dans certaines sociétés qui ont demandé à pouvoir bénéficier de ce service. Donc, ça prouve que les échos étaient positifs. Et en termes de communication, ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. On l'a fait passer dans les différents CSE des sociétés pour pouvoir justement expliquer à nos partenaires sociaux cette démarche qui a été approuvée par tout le monde. Si maintenant on regarde un petit peu le process, je ne sais pas si vous avez le même process avec tout le monde chez Previa. En tout cas, Previa va travailler avec notre assureur sur une liste des arrêts en cours, et ils vont décider ensemble des collaborateurs qu'il faudra contacter. Donc, ils vont tenir compte de la pathologie, de l'âge du collaborateur. Après, Previa revient vers nous pour discuter de cette liste. Et moi, en tant que responsable groupe, je vais travailler avec les différents DRH pour savoir si on propose ou pas ce service aux collaborateurs. S'il y a aussi des choses à savoir qui peuvent être intéressantes pour Previa. Donc, c'est un vrai travail d'équipe aussi à ce niveau-là. Et puis après, Previa va contacter le collaborateur pour lui faire la proposition du service d'accompagnement. Une fois que le collaborateur a décidé d'accepter cet accompagnement, il y a donc un accord qui est signé entre Previa et le collaborateur. Nous, en tant que société, on va recevoir une notification qui donc nous informe de cette mise en place d'accompagnement. Et le DRH va pouvoir éventuellement être interpellé par Previa si besoin, pour pouvoir, par exemple, mettre en place un mi-temps thérapeutique. Et donc, à toutes ces étapes, je dirais que on travaille vraiment de manière étroite avec Previa. On a des points réguliers tous les 6 mois à peu près pour faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé, voir aussi comment on peut améliorer les choses, que ce soit du côté de Previa ou d'une autre, puisqu'encore une fois, c'est vraiment un travail d'équipe, et c'est vraiment l'intérêt de tout le monde que ça fonctionne. Si je devais aller un petit peu plus loin dans les résultats de ce service au niveau du groupe,
Comme vous l'aurez compris, les résultats sont excellents, que ce soit au niveau des DRH, des CSE et des collaborateurs qui ont été amenés à utiliser ces services, puisque au niveau des collaborateurs du groupe Cerba, la note est de 9 sur 10 sur ce service. Donc, on peut considérer que c'est excellent. On a eu 33 collaborateurs du groupe en 2023 qui ont été accompagnés, sachant qu'il y avait 93 dossiers proposés par Previa et notre assureur. Et il y a encore des dossiers qui sont en cours de négociation sur ces 93 dossiers. L'accompagnement, alors on ne sait pas qui est concerné, donc quel collaborateur est concerné par quelle pathologie, mais dans les analyses qui nous ont été restituées, on sait qu'il y a eu des pathologies psychiques, des cancers, des TMS, enfin un petit peu différentes pathologies, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Delphine. C'est vrai qu'à notre niveau, même pour les pathologies graves comme les collaborateurs qui sont atteints d'un cancer, on va proposer cet accompagnement. Pas au niveau évidemment des traitements lourds que le collaborateur va subir, mais je pense qu'autour de vous, vous avez tous connu quelqu'un, au moins une personne, qui va avoir un traitement lourd face à cette maladie qu'est le cancer. Et puis après, il va avoir envie de revenir parce que travailler, ça va lui permettre de se reconnecter, de recréer ce climat social qui est important. Ça va lui permettre aussi de penser à autre chose. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai une collaboratrice qui est dans cette situation et qui justement est revenue d'abord en mi-temps thérapeutique, a été accompagnée et le fait d'avoir cet accompagnement, ça l'a aidé justement à pouvoir passer cette étape après 2 ans et demi d'arrêt maladie, à pouvoir revenir au fur et à mesure au travail. Donc, je pense que c'est un vrai plus. Encore une fois, j'insiste sur le volontariat parce que chaque personne va être différente face aux différentes pathologies qui peuvent malheureusement être rencontrées par les collaborateurs. C'est un plus qu'on propose aux collaborateurs. Et je pense, voilà, si je devais conclure par une phrase, qu'on a commencé à adhérer à ce service avec un petit peu de perplexité. Maintenant, nous sommes totalement convaincus. Voilà. Merci Marie-Laure pour ces mots. Alors je suis désolé, je crois qu'il y a un petit peu de son derrière moi et que c'est pas forcément évident. Je vais laisser Catherine conclure notre webinaire sur l'importance d'une approche personnalisée et humaine dans le cadre de l'accompagnement au retour au travail. Et oui, Jean-Baptiste, effectivement, une reprise bien préparée, c'est une reprise réussie, nous on en est absolument persuadés. Et il y a plusieurs étapes, évidemment, qu'il faut prendre en considération. Il y a tout ce qu'on va mettre en place pendant l'arrêt de travail. Donc, bien sûr, le plus souvent possible, maintenir le lien avec l'entreprise, préparer le retour avec l'ensemble des acteurs de retour au travail, qui sont bien évidemment. Previa ne prend pas la place du médecin du travail, ce n'est pas notre rôle. Et on n'en a pas tout à fait parlé tout à l'heure, mais c'est important que le médecin du travail sache aussi qu'on est en accompagnement du collaborateur qui est en arrêt de longue durée. Et ça, c'est le rôle de nos médecins d'informer le médecin du travail. D'informer aussi, bien sûr, le collaborateur que ce serait utile de prendre, par exemple, rendez-vous pour une visite de pré-reprise. Et surtout, laisser le médecin du travail faire son travail et être bien sûr là, bien en amont pour accompagner le salarié. Sensibiliser aussi les équipes, ça c'est une importance majeure. Le manager, bien évidemment. Donc, tout un tas de choses peuvent être faites en amont et c'est notre rôle à nous, chez Previa, d'accompagner ce retour au travail à ces différents niveaux. Le jour du retour au travail, eh bien, évidemment, c'est accueillir ce collaborateur chaleureusement. Et j'ai bien entendu tout à l'heure Marie-Laure dire que c'était des choses qui se faisaient très, très bien dans son entreprise. Impliquer l'équipe et pour l'organisation du travail à mettre en place justement pour ce collaborateur et communiquer et voir, j'ai envie de dire, former aussi certaines personnes qui ont été éloignées du travail depuis un certain temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Le jour du retour est un jour extrêmement important dans la manière dont la personne va être accueillie, notamment par son manager. C'est ce qui va permettre d'enclencher la suite.
Et après le retour, bien sûr, suivre la reprise d'activité, comment ça se passe, est-ce qu'il y a vraiment un plan qui a été établi avec le salarié pour justement voir quelles sont les étapes qu'il va devoir mettre en place pour que ça puisse fonctionner dans la durée. Alors bien sûr, c'est le salarié, mais c'est également l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle va faire pour que ce plan soit réalisable et réalisé? Accompagner au quotidien les difficultés que peuvent avoir le salarié. Delphine l'a dit tout à l'heure, nous, c'est important de suivre la reprise 3 mois après pour s'assurer que la personne s'est bien remis en poste et que tout va bien et que peut-être il y a des moments de fragilité. Et c'est pour ça qu'on continue l'accompagnement dans les 3 mois qui suivent la reprise, mais aussi donner des outils aux managers pour qu'ils soient, j'ai envie de dire, à l'aise dans cette réintégration et aussi accompagner son équipe dans la bienveillance et bien sûr tout ce qui va permettre à la personne de se sentir bien de nouveau au travail. Et bien sûr, rester attentif pour ce qui va se passer pour la suite et dans la durée. Donc, il y a quand même pas mal d'acteurs autour de ce retour au travail pour que ce soit une reprise réussie et chacun a son rôle à jouer. Et puis, je vais revenir sur une phrase qu'a dit Marie-Laure tout à l'heure que j'ai trouvée tellement bien. Le retour au travail, c'est sérénité, patience et soutien. Et c'est vraiment, ces 3 mots-là me parlent énormément puisque la patience, c'est effectivement quelque chose, on n'y pense pas forcément, mais quand quelqu'un revient, il ne revient pas forcément de la même manière, la même personne qu'il était auparavant. Quand il y a une maladie qui est intervenue dans la vie de quelqu'un, eh bien, il y a l'avant et il y a l'après. Et comment l'entreprise et l'équipe va accueillir cet après. Donc, il faut être un peu patient. La personne, le temps qu'elle reprenne ses marques, il faut certainement un certain temps. Et dans ces cas-là, il faut soutenir, accompagner pour justement arriver à cette sérénité. Merci Catherine pour cette belle conclusion de notre webinaire sur la reprise du travail après un arrêt de travail longue durée, après le burn-out, après le cancer, après les différents accidents de la vie. On a reçu pas mal de questions. Une première question qui est posée, effectivement, qui nous dit qu'effectivement, l'accompagnement tel qu'il est présenté est intéressant, mais qu'effectivement, elle ne voit pas tellement le lien. Comment est-ce qu'on peut faire le lien, sachant que les mutuelles ne remboursent pas? Pour bien comprendre, notre accompagnement est toujours proposé dans le cadre des contrats des prévoyances, enfin principalement dans le contrat des prévoyances collectives. D'accord. Donc après, chargez-vous effectivement peut-être de vous rapprocher de votre assureur en prévoyance collective pour savoir si un tel accompagnement est possible. Et nous, on pourra être à votre disposition aussi pour prendre contact avec vos assureurs pour effectivement voir s'il est possible de mettre en place ce type d'accompagnement. On a beaucoup de questions aussi qui sont liées au rôle du médecin du travail dans la reprise, qui a un rôle à la fois légal et qui peut aller au-delà du légal, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre de visites et de préconisations qui sont faites par le médecin du travail, mais le médecin du travail peut aussi s'emparer du sujet de la reprise et pouvoir accompagner le collaborateur dans la reprise. C'est effectivement dans ses attributions, c'est pas forcément évident pour eux de le faire pour des raisons parfois de temps et puis d'effectifs malheureusement dans les centres de santé, au vu des difficultés qu'ont parfois les médecins qu'on a derrière le recrutement des médecins dans le cadre de santé. Marie-Laure, est-ce que vous pouvez nous parler du lien que vous avez avec la médecine du travail chez Cerba et des relations que vous avez et comment ça fonctionne? Après, je pense comme toute société, on va travailler de manière assez proche de la médecine du travail. Alors, j'insiste sur le fait que comme nous sommes un groupe de laboratoires d'analyse, on va avoir des médecines de travail un petit peu partout éparpillées en France. Donc, c'est vraiment les RH de proximité qui vont travailler avec les médecines du travail. Après, il y a une réglementation effectivement par rapport aux obligations de retour à l'emploi, mais rien n'empêche de passer un appel
appel aussi aux médecins pour pouvoir, enfin, quand on connaît la nature de la pathologie du collaborateur, d'essayer de travailler de concert avec le médecin du travail. Par contre, j'ai vu une des questions qui avait été posée. Le médecin du travail est tenu par le secret médical et donc nous, on n'avons aucune information non plus donnée par le médecin du travail. Bien évidemment, hein, il y a le secret médical et d'ailleurs, nous-mêmes, Prévia, hein, travaillons avec des médecins, et ces médecins sont bien évidemment couverts par le secret médical, et il n'y a aucune information transmise à l'employeur, malgré, vous avez pu le voir, le travail qui est fait de concert avec l'employeur, comme avec le médecin du travail. Il n'y a pas d'échange de données médicales qui se transfèrent. On travaille sur la reprise et sur les capacités qu'a la personne à reprendre un poste après sa pathologie. Mais juste, je me permets, mais le médecin du travail, par exemple, pour la reprise en mi-temps thérapeutique, va mettre mi-temps thérapeutique avec le pourcentage de travail. Ensuite, c'est entre le collaborateur, le manager et le RH qu'on va déterminer le meilleur rythme pour tout le monde. De même, parfois, le médecin du travail peut dire qu'il faut un jour de plus de télétravail ou 2 en fonction de la pathologie. Là aussi, l'idée, c'est de travailler ensemble pour voir ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que je pense qu'encore une fois, plus on peut communiquer avec les parties prenantes, et mieux c'est pour tout le monde. Moi, je voulais juste compléter aussi. En fait, nous, dans notre démarche, en fait, il y a tout le travail qui est fait en amont et on les prépare justement, les salariés, à exprimer leurs besoins. Et c'est une fois qu'il y a tout ce travail qui a été fait qu'ils vont aller voir le médecin du travail, qui vont leur demander effectivement comment eux, ils voient la reprise au mieux. Si c'est un temps partiel thérapeutique, si oui, qu'est-ce qui est le mieux pour eux, pour leur pathologie, parce qu'effectivement, on a certaines pathologies où on voit bien que tenir une journée entière un poste, c'est pas possible, il faut plutôt travailler en demi-journée, donc soit matin pour pouvoir faire les siestes l'après-midi, soit l'inverse parce qu'ils n'arrivent pas à se lever le matin, ou un jour sur 2 pour les personnes qui ont effectivement beaucoup de trajets. Donc tout ça, ça se discute avant. Après, effectivement, ils vont aller voir le médecin du travail en pré-reprise, et c'est une fois qu'ils ont discuté avec le médecin en pré-reprise que le contact pourra être fait avec l'entreprise pour voir ce qui est possible aussi dans l'entreprise. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a énormément d'acteurs finalement qui jouent sur cette reprise et qui effectivement vont avoir aussi leur mot à dire pour aider au mieux en tout cas la personne à reprendre son travail. On t'entend plus, Jean-Baptiste. On a plusieurs questions qui sont sur notre chat. On ne pourra malheureusement pas répondre à toutes ces questions. On a essayé de répondre au maximum sur la question du médecin du travail, parce que c'est une question qui revenait très régulièrement. On a également une question qui est un petit peu technique. Que faire quand le médecin conseil de la CPM met fin au mi-temps thérapeutique? Alors, si effectivement il y a une fin d'indemnisation par la CPM, c'est effectivement plus compliqué de mettre en place un mi-temps thérapeutique. Malheureusement, ça voudrait dire qu'il y a une contradiction entre le médecin du travail et le médecin conseil. Je ne peux pas, malheureusement, j'ai pas de solution miracle. Et je pense que les interlocuteurs autour de la table seront un petit peu embêtés par cette question concernant purement l'aspect pure sécurité sociale. On a beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on met en place l'accompagnement pour Prévia. Donc, on a parlé effectivement de la mise en place de ce service via la prévoyance collective. On peut aussi, bien évidemment, Prévia, nous accompagner des collaborateurs via l'employeur qui souhaiterait voir un de ses collaborateurs accompagné dans le cadre d'une reprise. Prévia accompagne des collaborateurs sur des temps de travail qui sont différents, qui peuvent aller de 3 à 12 mois et qui permettent effectivement aux collaborateurs de se retrouver dans une situation et d'être en capacité de reprendre un poste. Je lis en même temps, je suis désolé, c'est direct les questions qui nous sont posées. Dans ce cas, alors. Peut-être, je me permets, Jean-Baptiste, parce que pendant que vous lisez les dernières questions, dans les premières questions, il y avait pas mal de points par rapport à garder le lien en fait avec les collaborateurs. Ouais.
Euh, En fait, moi, ce que je préconise, en tout cas, aux personnes RH au sein de la société, c'est de proposer aux managers d'envoyer des questions par texto, en fait, texto, WhatsApp. Et donc, le fait d'essayer de contacter le collaborateur par message, si le collaborateur ne veut pas répondre, il répondra pas. Et donc, dans ce cas-là, on dit au manager, tu fais rien, sauf si c'est un arrêt qui se prolonge. 3 mois après, on peut refaire une tentative. Voilà. Et donc, l'idée du texto, du message, c'est de dire bonjour, j'espère que ça va. Voilà. Faut pas aller plus loin. Une des questions aussi tout à l'heure, c'était par rapport au burn-out. Du coup, est-ce qu'il faut quand même essayer de garder le lien? Alors, le burn-out, on a beau dire que ça a des origines professionnelles, c'est un cocktail de plein de raisons. Si on est sûr que ça vient du manager, évidemment, je déconseillerais fortement au manager d'envoyer un message. Mais je pense que dans cette pathologie qu'est le burn-out ou tout ce qui est psychique, le retour après un très long arrêt, ça va être encore plus compliqué. Donc, si on n'essaye pas de garder le lien, encore une fois, cette fameuse marche de retour, elle va être très, très, très haute, trop haute, je pense. Donc, il faut, si c'est pas le manager, ça doit être les RH qui vont envoyer un petit message pour dire, ben voilà, comment ça va. Mais je pense que dans toutes les pathologies, il faut quand même essayer de faire cette démarche. Après, comme l'accompagnement de Prévia, c'est le collaborateur qui décide si oui ou non il a envie de donner de ses nouvelles. Merci Marie-Laure. Effectivement, c'est un sujet qui est toujours très complexe pour vous, RH, de la prise de contact avec les personnes en arrêt de travail. Et je pense que vous avez bien résumé la situation. On a beaucoup de personnes qu'on accompagne qui expriment de manière négative le fait qu'il y ait eu un sentiment d'indifférence de la part de l'employeur parce qu'il n'y a pas eu de prise de contact. Et c'est parfois trop complexe parce que l'employeur il se retrouve dans une situation où il n'a pas forcément, il ne se sent pas légitime à prendre des nouvelles et à envoyer un message. Et l'absence de nouvelles peut être aussi quelque chose qui va euh, être vécu négativement de la part du salarié et va ancrer l'arrêt encore plus. Il va être une raison, un frein à une reprise. On va malheureusement devoir conclure notre webinaire et on répondra à l'ensemble de vos questions par mail. Nos équipes de la communication sont déjà sur ce sujet afin de pouvoir vous amener une réponse concrète à vos différentes questions. Donc, il me reste à vous remercier d'avoir été nombreux à nous suivre cet après-midi sur ce sujet d'un retour au travail réussi. Et je remercie également l'ensemble de nos intervenantes.